Donc, c'est parti. Bienvenue en fait là, à tous les participants là, de ce webinaire d'aujourd'hui qui est intitulé La base de données sur l'hyperinsulinisme congénital de la conception aux retombées pour la communauté. Donc, ça nous est présenté par Mme Isabelle Calderon. Mme Calderon, en fait, a fait partie là, du CA, donc ex-membre du CA, en étant vice-présidente là, de Congenital Hyperinsulinism International. En fait, elle a siégé là, sur le CA entre 2011 et 2018. Puis, présentement, Mme Calderon est gestionnaire chez Pêche et Océan Canada depuis 2009. Donc, elle a occupé plusieurs postes là, chez Pêche et Océan Canada. Et on l'accueille aujourd'hui pour nous offrir, dans le fond, ce webinaire. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vous invite à les écrire là, dans l'option Q&R que vous avez dans le bas de votre page Zoom. Si jamais vous voulez discuter à la fin dans la période de questions, simplement levez la main, puis je vais permettre d'ouvrir votre caméra et votre son. Voilà, on va laisser vraiment le flow de Mme Calderon. Donc, comme je vous ai dit, pour les questions, on va vraiment attendre à la fin là, pour ne pas briser le rythme de la présentation. Donc, Mme Calderon, je vous laisse la parole. C'est bon, merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Et puis, merci surtout pour l'invitation de vous présenter ce projet-là, cette base de données-là qui a été quelque chose, qui est un projet qui m'a tenu à cœur beaucoup. Maintenant, c'est sûr, je m'en suis détachée un petit peu. Je ne suis, pour des raisons de santé, je ne suis plus sur le conseil d'administration de CHI, mais vous allez vous rendre compte probablement qu'en faisant la présentation, je parle encore en « on », donc pour moi, j'en fais encore partie et ça me tient encore beaucoup à cœur. Donc, je vais vous parler de la conception le sommaire de la présentation. Je vais d'ailleurs d'abord vous dire c'est quoi l'hyperinsulinisme parce qu'on en parle indirectement au travers de toute la présentation, puis c'est plate quand on ne connaît pas la maladie de ne pas savoir de quoi il s'en tient. Fait que, grosso modo, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. L'historique de la base de données, je sais que ce qui était important pour vous autres, c'était surtout de motiver l'intérêt à participer à des bases de données existantes sur vos maladies rares. Mais ça me paraissait difficile de parler juste des retombées sans parler de toute la conception puis le travail qui a été fait derrière pour mettre la base de données sur pied. Puis je pensais que ça pouvait aussi peut-être intéresser des organismes, des gens qui ont une maladie rare pour laquelle il n'existe pas encore de base de données, de peut-être travailler pour en faire une parce que c'est quand même très intéressant d'en avoir une. J'étais quand même très étonnée de voir le répertoire de tous les registres qui existent, qui a été fait par le RQMO. Il y en a quand même beaucoup, mais je suis certaine qu'il y a encore beaucoup de maladies rares qui ne sont pas couvertes par ça aussi. Donc, c'est ça. Je vais vous parler de la conception, des difficultés un peu qu'on a rencontrées, les retombées de cette base de données-là et le développement, ce que CHI veut avancer avec ce qui existe déjà. Donc, l'hyperinsulinisme congénital, en gros, c'est la cause la plus fréquente d'hypoglycémie grave et persistante chez les nouveau-nés et les enfants. Ça survient dans environ 1 sur 25 000 à 50 000 naissances, donc c'est relativement rare. Puis ces données, c'est des données qui sont vieilles. Fait que je ne sais pas si maintenant c'est plus fréquent parce que c'est plus diagnostiqué, mais on n'a pas mis ces données-là à jour depuis très, très longtemps. Ma fille va avoir 30 ans cette année, puis c'est encore ces données-là qui existent. D'après moi, ça peut avoir changé. Ça fait que c'est le pancréas qui est atteint. Le pancréas est responsable de la sécrétion d'insuline. Et dans cette maladie-là, il est aveugle au taux de sucre dans le sang. Donc, il réagit de façon vraiment aléatoire et de façon générale produit trop d'insuline qui provoque à son tour des hypoglycémies qui sont très sévères, qui peuvent être dangereuses, qui peuvent mener à des convulsions, du coma. Ça peut laisser des séquelles neurologiques ou même endommager les organes quand c'est trop fréquent, de trop longue durée. Et ça peut même entraîner la mort. Malheureusement, on connaît trop d'enfants qui sont décédés parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués.
En gros, c'est ça. Il y a différents types d'hyperinsulinisme, comme dans, je pense, presque toutes les maladies rares, ça se présente de façon différente. Il y a différents types, différents traitements, donc beaucoup de variabilité à l'intérieur de la maladie. L'historique de la base de données, donc, ça commence vraiment avant Facebook, même plutôt au tout début d'Internet. Il y a eu un groupe qui s'est créé, un groupe de support qui s'est créé. C'est parti avec 3 personnes. Quand moi, je me suis joint, je pense qu'on était moins que 10. Mais tranquillement, ça l'a grossi. Et puis, les gens avaient de la difficulté à se rappeler les caractéristiques de chaque patient. On s'entend, c'était tous des parents qui avaient des enfants atteints de la maladie. Il n'y avait pas vraiment d'adultes avec la maladie à ce moment-là. Donc, c'était par l'entremise de parents que se faisait beaucoup le support. Et puis, il y avait un intérêt pour les gens de s'associer avec quelqu'un qui avait un enfant qui avait à peu près le même type d'hyperinsulinisme, qui avait le même traitement, qui avait suivi le même parcours. C'était très rassurant de pouvoir échanger avec ces personnes-là, mais à mesure que le groupe grossissait, bien, il n'y avait personne qui avait une façon de compiler les informations, puis quelqu'un a envoyé l'idée, on devrait faire un tableau pour que les gens puissent s'y retrouver. Ça fait que j'ai lancé, c'est moi qui ai lancé le fichier Excel. J'aimais beaucoup travailler dans Excel. Ça fait que j'ai commencé avec ça. On a compilé les informations les plus importantes et les gens qui voulaient, c'était bien libre à chacun de fournir l'information ou de ne pas le faire. Pouvaient fournir l'information et à ce moment-là, on partageait le tableau parmi les gens qui fournissaient de l'information. Et puis, ça l'a bien grandi. À la fin, on était rendu une centaine à avoir donné de l'information. Et même, c'est venu, dans le groupe de support, il y avait un chercheur en génétique qui était très près des patients qui a commencé à avoir l'intérêt. Il y avait quand même 100 personnes qui avaient fourni de l'information de base, mais pour elle, ce n'était pas suffisant. Elle disait pourquoi ne pas ajouter l'information aussi sur la génétique. Moi, je fais la recherche sur la génétique, puis j'aimerais ça avoir des données. Donc, tranquillement, on a ajouté le nombre de colonnes au tableau et puis il y a des personnes elles-mêmes aussi qui disaient, bien, moi, ça m'intéresserait de savoir c'est quoi les séquelles que les gens ont, les enfants ont eu des hypoglycémies, telle problématique. Donc, tranquillement, on avait de plus en plus de colonnes à notre tableau et de plus en plus de participants aussi. Éventuellement, on a pu avoir suffisamment de données pour sortir des statistiques. On se dit, on a 100 participants, on est capable de dire combien qui ont déclaré qu'il y avait des séquelles neurologiques à cause des hypoglycémies, combien avaient, on voit le tableau ici à côté, là, c'est en tout petit, c'est pas combien ont des problèmes d'alimentation, il y avait 60 %. Fait qu'on a sorti des statistiques, on a sorti un petit peu d'où venaient les données et puis tout était de façon anonyme, évidemment, on avait aggloméré les données. Et puis, ça a été présenté à une conférence internationale d'endocrinologues pédiatriques en Australie en 2009. Ça a suscité beaucoup de discussions du côté des médecins. Ils trouvaient que les données n'étaient pas nécessairement de qualité, que c'était trop peu de données, trop peu de participants, qu'on était probablement biaisé parce que le groupe de support rassemble les gens qui ont le plus de difficultés, pas celles qui vont bien et qui n'ont pas besoin de support. Donc, ça a quand même créé des discussions intéressantes. Et puis, il y a aussi un drapeau qui a été levé sur la confidentialité des données parce qu'on disait que c'était un tableau Excel qui était partagé entre les gens qui voulaient bien entrer les informations dedans. Donc, il y a eu plusieurs drapeaux qui ont été levés, puis la crédibilité était comme pas là. Donc, moi, je le faisais d'une base personnelle, c'est moi qui rentrais les données dans ça, mais comme j'étais membre du conseil d'administration de l'organisation, on m'a demandé de cesser de le faire et donc de mettre fin au projet. J'ai trouvé ça très difficile parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'est quelque chose que je trouvais qui avait une valeur.
Facebook n'existait pas encore, ça fait il n'y avait pas de la façon de connecter, on perdait la façon de connecter. Les gens continuaient à m'envoyer les mises à jour des informations, mais donc j'ai trouvé ça difficile de le mettre de côté, d'arrêter de le remplir, mais je comprenais qu'on était à une page tournante, surtout sur la confidentialité, la sécurité des données aux États-Unis. Je pense qu'ils étaient beaucoup plus sensibles à ça à l'époque. Que moi, je pouvais l'être, en tout cas. Et donc, on a mis ça de côté, mais ça a toujours resté une priorité pour l'organisation de remettre ça sur pied, mais de le remettre sur pied d'une façon qui protège les données, qui soit confidentielle. Et donc, on attendait un peu que les technologies se développent. Et quand les registres de patients ont commencé à naître, bien là, on s'est dit, bon, c'est le temps, on a la technologie pour le faire maintenant. Et puis, assoyons-nous, créons-le. Et ça a été un travail environ de 2 ans. Il a été lancé en 2018, mais on a certainement 2 ans, 3 personnes à se rencontrer plusieurs fois par semaine pour développer toutes les questions qui étaient reliées au registre universel. Donc, ce qu'on voulait, c'était fournir une plateforme qui soit conviviale pour que les patients, les parents, puissent partager des informations sur l'hyperinsulinisme. On voulait qu'ils puissent aller en ligne eux-mêmes, pas m'envoyer l'information à moi ou à quiconque, puis que quelqu'un le rentre dans un fichier Excel, mais on voulait que ça se fasse en ligne. On voulait aussi documenter l'évolution naturelle. Donc, les enfants naissent avec cette maladie-là, sont diagnostiqués, ont un traitement, mais au cours de leur vie, ça change. Il y a des changements à la maladie. Souvent, ils sont, juste un petit exemple, ils sont opérés, on leur enlève presque tout le pancréas pour qu'ils arrêtent de produire trop d'insuline. Bien, éventuellement, vers l'adolescence, la plupart deviennent diabétiques. Donc, on voulait cette évolution-là, on voulait la capturer. On voulait améliorer la connaissance de tous les problèmes de santé connexes à l'hyperinsulinisme. Savoir, quand on est diagnostiqué trop tard, c'est quoi les séquelles les plus courantes qui sont observées. On voulait, de la même façon, clarifier l'impact du diagnostic rapide. Donc, être capable de démontrer qu'un enfant qui est pris en charge très rapidement va avoir moins de séquelles qu'un enfant qui n'est pas pris en charge dès la naissance. Donc, c'est quand même des hypothèses qu'on avait, mais on savait qu'avec des données, on serait capable éventuellement de le démontrer. On voulait comprendre l'état de santé des patients en fonction des différentes options de traitement. Ça aussi, on a commencé à faire des conférences internationales et on voyait des hôpitaux avec certaines tendances, préférer un certain médicament ou un certain traitement alors que d'autres hôpitaux étaient plus agressifs. Et donc, derrière la pensée du registre de données, c'était vraiment d'aller documenter tout ça et d'être capable de démontrer qu'il y a peut-être des traitements qui sont meilleurs ou qui sont moins bons. Puis on n'avait pas d'autre façon de le faire que de récolter des données. On voulait identifier les effets positifs et négatifs liés aux différentes options de traitement, un peu comme je disais, puis soutenir l'évolution des normes des soins aux patients atteints d'hyperinsulinisme en utilisant les données en ayant une perspective mondiale. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Puis, juste pour ajouter, c'est que CHI a aussi développé des normes de soins aux patients. Ils ont une façon de certifier des institutions, des hôpitaux qui rencontrent ces normes-là. Donc, par exemple, on veut les enfants soient pris en charge par une équipe multidisciplinaire, donc pas uniquement l'endocrinologue qui s'occupe du pancréas, mais aussi un gastro-entérologue qui va s'occuper des problèmes d'alimentation, et puis on veut avoir un neurologue aussi pour traiter les séquelles. Et donc, c'est un des exemples des normes de soins de santé qui ont été mis sur pied. Puis en ayant des données, bien, on croit pouvoir faire évoluer ces normes-là. Si on se rend compte qu'il y a d'autres problèmes qui ne sont pas pris en charge par les soins de santé, eh bien,
on espère, avec les données, être capable de faire la démonstration de ça et pousser pour que ce soit pris en charge. Donc, la structure du registre actuellement, c'est une plateforme en ligne. C'est en partenariat avec le NORD, qui est le North American Organization for Rare Disorders. Fait que c'est l'équivalent de notre... On a aussi une organisation canadienne pour les maladies rares. Le nom m'échappe en ce moment. Mais donc, c'est basé aux États-Unis. Et puis, c'est eux qui fournissent la technologie pour mettre sur pied le registre de données. Donc, les données sont entrées par les patients ou par un parent ou par un tuteur. Il y a toute une étape de consentement. Donc, les participants consentent à partager avec nous les données. Il y a seulement un nombre très petit de personnes qui ont accès aux données brutes. Sinon, tous les rapports qui sortent de ça sont anonymisés. Et puis, on a 13 questionnaires qui ont été approuvés par un comité de révision institutionnelle. Fait que ça, c'est encore quelque chose qui est encadré par les États-Unis. Je sais pas si ça existe au Canada ou ailleurs, mais c'est que la base de données est considérée comme de la recherche médicale, et toute recherche médicale doit être révisée par un comité institutionnel pour s'assurer de maintenir finalement les droits des personnes à la confidentialité, à différentes choses. Donc, tous les questionnaires, même tous nos documents de promotion pour l'engagement, le recrutement, tout est considéré comme de la recherche et tout est revu par un comité institutionnel qui est indépendant. Alors, nos questionnaires qu'on a pris 2 ans à développer vont des coordonnées, des données démographiques, l'âge, le sexe, le pays à la naissance, tous les aspects de la grossesse. Faut dire que c'est une maladie habituellement qui amène des naissances prématurées, mais avec des enfants qui ont souvent une taille normale ou plus grande ou plus petite, en tout cas, autre que normale. Donc, toutes les données sur la grossesse, la naissance, l'odyssée du diagnostic, ça, c'est très, très, très important. On veut savoir combien il y en a qui sont retournés 5 fois, qui se sont présentés aux urgences parce que leur enfant avait une convulsion puis que ça a été pris pour autre chose puis qui n'ont pas été diagnostiqués. La médication, on peut rentrer des données passées, comme par exemple, moi, quand le registre a été mis en ligne, ma fille avait déjà autour de 20 ans et je suis allée entrer toutes les données qu'elle avait là, depuis la naissance. J'avais mes agendas et puis j'ai été capable de rentrer toute la médication qu'elle avait prise au cours de ces années. L'alimentation et la diète alimentaire, comme je disais tantôt, c'est de l'hypoglycémie. La diète alimentaire a un rôle important dans la gestion de la maladie. Et il y a aussi beaucoup qui ont des problèmes d'alimentation, d'appétit. Fait qu'il y a des questions autour de ça. Les procédures chirurgicales, je vous disais tantôt que la plupart se font enlever le pancréas, ou en tout cas dans les cas plus sévères, fait qu'il y a des questionnaires là-dessus. Les autres diagnostics, tous les problèmes de santé connexes qu'il y a, on les répertorie, qu'ils soient reliés ou non. En fait, le lien va se faire par le nombre de participants éventuellement si on voit que toujours que c'est des diagnostics fréquents, bien, on peut dire que c'est associé. Le développement psychomoteur, la gestion du suivi de la glycémie, combien de fois qui se pique par jour, quel matériel utilise pour savoir suivre leur glycémie, et la qualité de vie des patients. Donc, c'est nos 13 questionnaires. Les données sont toutes sécurisées, comme je disais tantôt, c'est anonyme. Il y a des consentements aussi pour les communications sur la recherche qui se fait. Donc, on suit l'éthique et qu'on ne va pas bombarder les gens sur Facebook pour leur dire telle pharmacie est en train de développer un nouveau produit, puis un nouveau médicament, êtes-vous intéressé? Non, on le va vraiment par consentement. Donc, en même temps, à l'intérieur du registre, les gens ont cette
possibilité-là de consentir à recevoir de l'information sur la recherche et sur les développements. Quelques difficultés qu'on a rencontrées, je vais passer vite là-dessus parce que le but n'était pas nécessairement d'intéresser des gens à construire une base de données, mais ça me fera plaisir d'échanger plus en profondeur là-dessus. Mais la grosse problématique qu'on a en ce moment, c'est que c'est uniquement en anglais. Ça fait des années que je pousse pour que ce soit en français, en espagnol. Le registre que moi, je tenais sur Excel, étant trilingue, j'étais capable d'aller chercher une population de gens, que ce soit en Espagne, en Amérique du Sud, en France. J'allais chercher vraiment beaucoup de monde. Puis là, ça se limite à l'anglais. Alors, ceux qui ne sont pas bilingues vont probablement être... ça va être trop gros pour eux. Les questions sont quand même assez techniques et puis ça va les limiter dans la participation. Donc, je pousse beaucoup pour que ça soit disponible en d'autres langues. L'exclusivité des questionnaires aussi, c'est sûr, c'est une maladie rare, puis on avait des questions très, très pointues. Mais, par exemple, sur la qualité de vie des patients, il existe des organismes reconnus avec des questionnaires qui ont déjà été standardisés. Et puis ça nous permettrait de pouvoir se comparer à la population en général ou à des personnes avec d'autres types de maladies, d'autres registres. Donc, ça, c'est un petit quelque chose qu'il faudrait ajuster. La mise à jour au questionnaire, que ce soit au tout début, quand on s'est rendu compte qu'il y avait une petite erreur dans une question ou au contraire, qu'on voudrait ajouter des questions parce que au fil du temps, on se rend compte qu'il y a une question nouvelle qui a surgi puis qu'on veut connaître des informations dessus. C'est difficile à faire parce qu'on se ramasse avec différentes versions de questionnaires. Les gens doivent retourner puis leur compléter de nouveau. Ça, c'est une problématique. Correction des erreurs effectuées par les utilisateurs, bien ça, on peut, même si on a accès aux données, on ne peut pas aller changer les données que les gens ont rentrées. Il faut communiquer avec eux, demander si c'était une erreur, leur demander d'aller la corriger. Fait que c'est des choses qui demandent beaucoup de temps. Fait que dans la planification, finalement, d'avoir un registre comme ça pour une organisation, il faut prévoir tout ce temps-là. Le recrutement, l'engagement demeure toujours un défi. C'est 13 questionnaires. Je ne me rappelle plus combien de questions au total, là, mais il y en a quand même beaucoup. Et donc, de garder les gens engagés, surtout pour avoir des données à long terme. Il y a des gens peut-être qui vont le remplir une fois puis qui ne retourneront pas après, même s'il y a de l'évolution dans leur maladie. Le développement de nouveaux questionnaires, ça va un petit peu, là, comme je disais tantôt, dans la planification du temps et de l'argent pour développer ça. Les bénéfices pour la communauté, par exemple, sont importants et ils seront plus à mesure qu'il y aura plus de participants. Ça peut aider les personnes atteintes à mieux comprendre la maladie. Juste le fait d'aller visualiser le questionnaire, de répondre aux questions, peut allumer des lumières, dire « Ah, tiens, il demande si mon enfant fait de l'épilepsie, s'il y a des problèmes d'alimentation. Ben, je n'étais pas au courant que ça pouvait être relié. Tu sais, c'est intéressant de voir qu'il peut avoir un lien et que je ne suis pas la seule. S'il pose la question, c'est probablement parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pensé et que je ne suis pas la seule. Fait que ça peut aider les personnes à mieux comprendre la maladie. Ça accélère la recherche, c'est sûr. Avec l'ensemble des données, il y a des gens qui s'intéressent aux bases de données, il y a des étudiants qui veulent aller fouiller dans ça, puis faire des statistiques, puis connaître mieux la maladie. En connaissant mieux la maladie, bien, ça l'aide aussi à mieux la traiter. Ça aide les chercheurs à savoir si leur médication fonctionne. On est capable d'aller dire, bien, telle personne est traitée avec ce médicament-là, mais elle fait encore 10 hypoglycémies par semaine. Est-ce qu'on considère que c'est un bon traitement? Tu sais, si on est capable de joindre comme ça les données, ça donne vraiment de l'information intéressante. Et comme je disais tantôt, bien, les gens peuvent consentir à recevoir de l'information sur la recherche, les essais cliniques et autres avancées dans le domaine.
plus concrètement, je vais vous montrer un petit peu des statistiques, même si ce n'est pas le but de vous faire connaître la maladie. Mais CHI prépare annuellement un rapport qui sort avec l'ensemble des données qui sont colligées au travers du registre. Donc, je voulais vous dire quelque part combien. Je pense on a 492 personnes qui se sont inscrites, donc qui ont rentré sur le registre. De ceux-là, 371 qui ont consenti à partager les données avec nous. Donc, c'est le premier consentement qu'il faut faire avant d'être capable de remplir les questionnaires. Et il y en a 280 qui ont rempli au moins un questionnaire. Je n'ai pas la donnée sur combien il y en a qui les ont tous remplis au moins une fois, mais c'est évidemment un chiffre moindre que celui-là. Fait qu'on voit que c'est quand même, au cours des années, l'engagement est difficile. L'explosion, il n'y a pas eu une explosion, quoiqu'on avance quand même beaucoup. La donnée de 492, juste en un an, je pense qu'il y a eu une cinquantaine de participants de plus qui se sont inscrits. Fait que ça avance. Et plus il y aura de monde, bien, plus ces statistiques-là qu'on montre vont être de qualité et vont être convaincantes pour le personnel médical, pour l'ensemble des personnes qui l'utilisent. Fait qu'ici, on a un tableau qui est un exemple des troubles neurologiques qui ont été diagnostiqués chez des patients avec l'hyperinsulinisme. L'épilepsie ressort comme étant le plus présent. Donc, il y a 42 personnes qui ont répondu à ce questionnaire-là et à cette question-là en particulier. Et de ceux-là, il y en a 18 qui ont l'épilepsie. Et puis, on voit comme ça les autres problèmes qui peuvent être associés à l'hyperinsulinisme. Ici, c'en est un qui est un tableau, une statistique qui ressort plus du questionnaire sur la qualité de vie. Donc, l'impact sur le revenu. Le revenu de votre ménage a-t-il été affecté par les besoins du participant? Et puis, on pourrait ensuite comparer ça avec les différents types de traitements. On pourrait faire des données croisées, par exemple, voir si ceux qui ont eu une chirurgie pour enlever le pancréas complètement s'en sortent mieux financièrement que ceux qui ne l'ont pas eu. C'est un exemple comme ça que je sors. Mais pour croiser des données comme ça, c'est là le nombre de participants devient plus important parce que c'est sûr que pour chaque question, tu subdivises le nombre de participants. S'il y a 280 personnes qui ont participé, mais qu'il y en a juste 50 dans ceux qui ont ce type-là d'hyperinsulinisme, puis qu'on veut faire un lien, le nombre, la qualité de la donnée diminue parce qu'on a moins de participants. C'est juste pour dire que c'est super important pour les bases de données existantes, d'aller les documenter, puis la participation de tout le monde à la recherche médicale est importante. Une autre statistique ici qui est intéressante quand on la partage avec l'ensemble de la communauté, c'est l'inquiétude. La question, c'était « Êtes-vous inquiet en raison de l'hyperinsulinisme du participant? » Comme je disais tantôt, la plupart, c'est des parents qui ont des jeunes enfants avec l'hyperinsulinisme. Et ça peut être intéressant pour quelqu'un qui voit cette donnée-là, qui vient d'avoir un enfant, qui vient de rentrer dans la communauté d'hyperinsulinisme, de voir que quand l'enfant a moins de 5 ans, oui, il y a 41 des personnes qui sont très inquiètes de la situation. Mais quand l'enfant atteint 12 ans ou plus, ça descend à 17. Ça fait que ça peut encourager les parents pour dire que éventuellement, la vie devient normale, puis on s'en inquiète beaucoup moins. C'est les premières années qui sont les plus difficiles. Une autre tombée, c'est que les données ont déjà été utilisées pour faire des publications scientifiques revues par les pairs, donc en bonne et due forme. Il y a un instant que je regarde mes notes. Donc, elles ont été utilisées par Orphanet. Plutôt, elles ont été publiées. Un instant. Non, elles ont été publiées par Orphanet dans le journal des maladies rares.
Puis notre organisme aussi fait des publications. Donc, ça fait connaître la maladie. Ça sort vraiment dans le monde médical. Et donc, pour une maladie rare, on sait que plus on en parle, mieux c'est. Les autres retombées, les supports aux compagnies pharmaceutiques. Donc, il y a des compagnies pharmaceutiques qui servent des données, toujours anonymes, pour mieux cibler la clientèle, les patients qui vont potentiellement être intéressés par le médicament qu'ils sont en train de développer. Ou, comme j'ai un exemple concret aussi, ils étaient très intéressés de voir dans la qualité de vie. La qualité de vie est quelque chose qui intéresse beaucoup les compagnies pharmaceutiques. Donc, de voir l'impact d'un médicament qui, par exemple, augmente beaucoup la pilosité des enfants. Les enfants se ramassent avec de la pilosité sur le front, le visage, les bras. Et puis, ça affecte leur qualité de vie. Et puis, eux, ben, de développer un médicament qui n'aura pas cet impact-là, ça devient important et ça devient finalement stimulant pour eux autres là, d'avoir quelque chose d'autre à offrir aux patients. On a aussi, CHI a aussi une crédibilité accrue de l'organisation. Parce qu'on est capable de démontrer qu'on a une communauté qui participe à la recherche, qu'on a des données qui sont tangibles. Ça augmente quand même notre crédibilité, qu'on est capable d'aller chercher du financement supplémentaire et puis finalement, ça rehausse l'ensemble de l'offre de services qu'on a aussi pour la communauté. Ce qu'on veut dans le futur, avoir un Figure, c'est le nom anglais du registre, un Max Figure, donc c'est aller un petit peu plus loin, il y a les médecins qui veulent être capables de comparer les données qu'ils ont, eux, sur un patient versus ce que la famille ou le parent a rentré. Donc, une fois que quelqu'un a rempli tous ces questionnaires, il peut apporter un questionnaire à son médecin qui, lui, va le compléter. Et puis, ils vont scanner ça, rentrer ça dans la base de données. On va être capable de comparer comme ça les données. C'est quelque chose que les médecins ont demandé pour donner plus de crédibilité aux données qui sont entrées par les patients. En 2009, quand on avait fait la présentation, il y avait beaucoup de critiques sur la qualité des données que les participants pouvaient rentrer. Ils disent que c'est biaisé, qu'on se fait des idées, qu'on ne sait pas tout de la maladie, finalement que les données n'étaient pas scientifiques, médicales, mais comme ça, en pouvant comparer ce que les médecins ont comme données à eux et ce que les patients rentrent comme données, mais on va être capable de démontrer si oui ou non les données des patients ont de la valeur. À mon avis, elles en ont. Bien souvent, les patients connaissent mieux la maladie que les médecins. Ça fait que j'ai hâte de voir cette étape-là de la base de données se mettre en œuvre et je crois que c'est prévu pour cette année. Intégration de questionnaires standardisés, c'est un peu ce que je disais tantôt, surtout sur la qualité de vie, pour être capable de se comparer à une plus grande population. Partenariat avec des institutions académiques, donc ça peut être les universitaires, les recherches en médecine, en génétique, que ce soit, ils s'en créent de plus en plus, qui sont intéressés à la base de données, à travailler avec. Le multilingue, je l'ai mentionné tantôt, faire des nouveaux questionnaires parce qu'il surgit toujours des développements qu'on veut aller creuser, entre autres sur l'accès aux soins et aux médicaments de façon internationale. C'est pas difficile de croire qu'il y a des pays où l'accès aux médicaments est beaucoup plus difficile. Et ça, on aimerait utiliser aussi la base de données, le registre, pour aller chercher cette information-là. Et puis, on voudrait aussi que plusieurs personnes puissent entrer les données pour un seul participant. Ça, c'est plus un côté technique. Donc, en bref, c'est ça, une base de données, un registre de données. Et dans notre cas, c'est une étude sur l'histoire naturelle de la maladie.
en autant que les participants aillent mettre à jour leurs données. Ça, c'est l'importance aussi de le faire. Ça fait vraiment, on prend à partir du bébé qui a été diagnostiqué tout au long de son enfance, quand il devient adulte. Ça sera quand les femmes deviendront enceintes, auront leur propre enfant. La vie professionnelle de ces personnes-là, la famille. Toutes ces données-là sont colligées dans le registre et vont servir les médecins, les compagnies pharmaceutiques, ceux qui développent des traitements et la communauté en général, parce que quand on a des meilleurs traitements, quand on a des nouvelles solutions, des nouvelles façons de traiter la maladie, ça améliore l'ensemble de la communauté et les échanges aussi, le réseautage qui se fait grâce à ça offre un support à toute nouvelle personne qui arrive avec un diagnostic de la maladie. Ça fait le tour. Mais je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Mme Calderon. C'était vraiment intéressant d'avoir justement l'historique du registre et surtout des retombées. Là. Je pense que c'est vraiment ça le but, c'est de conscientiser les gens à c'est quoi un registre puis comment ils peuvent aider justement pour la découverte de soins et de traitements pour leur maladie. Je n'ai pas vu de questions dans le Q&A. Par contre, comme il n'y a pas beaucoup de participants, en fait, il y a Mme Gail Ouellette, qui est notre présidente et directrice scientifique pour le RQMO. Donc, je vais lui laisser la parole parce qu'elle souhaitait dire quelques mots. Donc, voilà. Je vais arrêter peut-être le partage de mon côté. Oui, c'est parfait. Oui, le micro à Gail est sur nous. OK. Oui, c'est bon. Voilà. OK. OK, je ne peux pas partir la vidéo, Jonathan. Là, oh, OK. Je vais de ton côté, mais ce n'est pas grave. Et puis, j'encourage les personnes, si ont des questions, là, à les écrire. Merci, Isabelle. Je pense que ça fait un bon bout de temps là, que tu avais commencé ce travail-là. Là. J'étais au courant, je pense qu'on était en contact. Écoute, il faut te donner du crédit parce que tu es probablement l'une des seules au Québec d'avoir fait un tel travail là, pour une maladie rare. Lorsque c'était assez innovateur de faire ça, là, quand ça a été mis de l'avant par Nord, puis où les associations pouvaient vraiment, là, avec leur aide, faire leur propre registre là, international. Et puis, fait qu'il faut te donner ce crédit-là. Tu n'as pas l'air à trop le prendre. J'en connais une autre, là, québécoise, mais qui depuis longtemps n'habite plus au Québec, mais une autre province canadienne qui a fait le même travail pour sa maladie. Mais sinon, c'est vraiment pas quelque chose de courant ici, initié par une proche aidante, un parent, un patient, une association. Parce que ça, c'est encore pas très populaire ici, là, au Québec. Puis c'est pour ça que nous, on a commencé un programme là-dessus. Donc, c'est ça que je voulais parler là, pour les autres participants, qu'on a parti un programme recherche-registre. Récemment, vous avez peut-être vu sur notre page Facebook, Isabelle a vu que leur répertoire était inclus on a répertorié ce genre de registre-là qui existe à travers le monde. Ils viennent principalement des associations basées aux États-Unis, mais c'est des registres internationaux parce qu'il faut le plus de monde possible, comme Isabelle disait. Et c'est plus de 200 maladies spécifiques, là, rares qu'on a répertoriées, puis il y en a probablement d'autres là, qu'on ajoute là, régulièrement. Mais ça, c'est 200 maladies rares sur des milliers de maladies rares, hein? 7000 maladies rares à peu près.
Donc, nous, pour le Québec, on a décidé de monter une plateforme de registre maladies rares là, pour toutes les maladies rares sous cette forme-là. Il y a plusieurs plateformes maintenant qui sont offertes. Il y a NORD, mais maintenant il y a RareX, il y a aussi Genetic Alliance, puis on est en train de travailler avec eux pour monter une plateforme. Donc, notre but, c'est que n'importe quelle personne au Québec avec une maladie rare puisse s'y inscrire. Il y a la possibilité aussi de faire des communautés où il y a la possibilité pour eux de joindre un registre existant, une communauté existante déjà sur cette plateforme de registre. Puis cette plateforme-là va répondre aux mêmes questions de sécurité que vous autres, vous avez été confrontés, là, la sécurité informatique, la confidentialité, les questions d'éthique et tout ça, les consentements. Donc, ça va être une plateforme en bonne et due forme. Et donc, je fais appel là, à des gens ici qui sont intéressés à un registre comme ça. Surtout s'ils n'ont pas d'association, de nous contacter. C'est pas lancé notre plateforme, ça va être bientôt. Il y aura de la publicité là-dessus quand ce sera prêt. Mais aussi, on organise aussi, un autre de nos programmes, c'est d'organiser des communautés de maladies rares au Québec parce que de moins en moins, les gens créent des associations officielles. Puis, fait que nous, on peut réunir les gens, puis on peut leur offrir là, ce service-là de les accompagner pour un registre existant ou de les inclure dans notre futur registre. Et il y a d'autres registres aussi qui existent à travers le monde pour les maladies rares en général ou même pour les non-diagnostiqués. Donc, c'est ça, on veut offrir ça. Et toujours le même but qu'Isabelle a mentionné, de faire avancer la recherche. Et surtout aussi pour que vous exprimiez vos besoins. À travers ces données-là, vous exprimez vos besoins puis vos priorités, puis qu'on peut transmettre à des médecins puis des chercheurs. Donc, c'est des programmes qu'on a, fait que gênez-vous pas de nous contacter, là, soit pour savoir si il y a le répertoire sur notre site web, puis qu'on publie sur notre page Facebook. Si vous avez de la difficulté à voir si votre maladie est présente, contactez-nous à info@rqmo.org et si vous êtes intéressé par une communauté pour qu'on vous aide par rapport à registre, recherche, traitement, tout, là, vous organisez des rencontres virtuelles, on peut faire ça aussi. Mais merci Isabelle, là, tout ton propos, c'est ça qu'on voulait savoir. Ce n'est pas juste les retombées, mais surtout comment ça s'est passé pour vous de le faire. Mais comme je dis, on peut offrir ça. L'autre chose pour la langue, bien là maintenant, peut-être que tu peux t'informer, là, ou on pourrait te donner de l'information, mais de plus en plus de plateformes trouvent des façons, là. Je ne sais pas si c'est par des options Google ou des choses d'avoir des questionnaires en plusieurs langues. Le nôtre, en principe, on va pouvoir l'avoir en français. Super, oui. On est limité par la plateforme de NORD et malheureusement, je sais que Chi pousse beaucoup aussi. C'est pas Chi qui ne veut pas, c'est NORD qui n'a pas la capacité de le faire. Puis, on a pensé à changer de plateforme, mais c'est quelque chose de gros aussi. Ah oui, c'est sûr que changer, mais ouais, en tout cas, c'est sûr que c'est toujours mieux là, pour les gens ici là, je pouvais ouvrir ma caméra, je sais pas. Mais si c'est possible, puis nous en tout cas, c'est sûr, puisqu'on veut faire un portail de registre pour le Québec, ben, c'est sûr qu'on va faire en sorte que ça soit offert en français également. Oui, oui. Super. Je voulais juste, en tout cas, je te remercie encore. Puis le but de présenter ça aujourd'hui, c'était justement de donner un exemple concret d'une association qui l'a fait. Puis, mais que nous,
On veut les publiciser, tous ces répertoires-là qui existent, incluant le vôtre. Et on veut, comme je dis là, faire notre propre plateforme pour qu'on puisse aider le plus de communautés au Québec possible. Puis quand je dis au Québec, c'est on veut faire des choses évidemment spécifiquement, par exemple en lien avec notre réseau de santé à nous, tout ça, mais il y a toujours la possibilité de joindre un groupe à l'international pour collecter le plus de données possible. C'est ça. Bien, merci, Isabelle. Merci beaucoup. Puis merci beaucoup, Gail, pour avoir discuté des projets et tout. Là, en fait, là, dans le chat, j'ai Mme Victoria Hodgkinson là, qui aurait une question, donc je vais lui permettre là, de la poser. Okay. Merci beaucoup. Je pense que le micro est en route et je m'excuse mon français, mais je vais essayer quand même. Je voulais juste vous demander, Isabelle, comment est-ce que vous avez partagé les données, les résultats et tout ça avec les participants? C'était le rapport annuel, mais moi, je travaille avec le registre des maladies neuromusculaires au Canada et aussi d'autres maladies rares qu'on travaille avec le registre. Et c'est toujours une question du communauté. Comment est-ce qu'ils comprennent la valeur de participer? Comment est-ce que ça vaut la peine pour eux de donner leur temps, de donner leurs données et qu'ils soient rassurés qu'ils vont être bien gérés, bien utilisés? Oui, c'est une grande question, mais... Oui. On a beaucoup de matériel promotionnel pour expliquer toute la question d'aspect de sécurité. On a un FAQ pour répondre à cette partie-là de la question. Et puis, aussi, le rapport annuel est partagé sur le site de Congénital Hyperinsulinisme International, mais il est aussi envoyé par courriel à tous ceux qui ont consenti, tous ceux qui sont inscrits dans le registre vont recevoir un courriel avec un lien, avec le lien pour télécharger le PDF du rapport. Le rapport ne contient uniquement que de l'information anonymisée, agglomérée. Et à la fin, il y a une section sur les actions à faire. On invite les gens, donc si les gens ont lu le rapport, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. On invite les gens, par exemple, qui se sont inscrits, qui n'ont pas encore consenti, à les consentir, à les remplir les questionnaires. Si vous avez déjà rempli tous les questionnaires, n'oubliez pas de revenir les mettre à jour. Fait que même intégrer dans le rapport, on a ces informations-là, puis on essaye de valoriser ou de mettre en valeur le fait que plus on aura de données, plus on va être capable d'aller chercher des statistiques intéressantes, faire des croisements entre les données et faire avancer la recherche avec ça. Mais c'est un gros travail, l'engagement, aller chercher les gens, les convaincre. C'est le gros du travail. Ouais. Et est-ce que le rapport annuel, ça fait en anglais, en français et en espagnol aussi? Ou, malheureusement, uniquement en anglais. Oui, malheureusement. OK. Ouais. Bon, merci. C'est les difficultés de travailler avec les États-Unis. Ils sont forts sur beaucoup de points de vue, mais le multilinguisme un peu moins. Jonathan, je ne sais pas si tu m'avais dit. Oui, effectivement. Donc, Gail, tu as levé la main. Isabelle, avec la question de Victoria, est-ce que comment les médecins sont actifs dans la promotion de votre registre, puis d'essayer, eux, d'engager des gens dedans? C'est une bonne question. Je pense qu'ils sont très intéressés. Ils commencent à voir l'intérêt et la valeur de ces données-là, surtout si on leur donne la possibilité ensuite de rentrer les leurs. Ce n'est pas eux qui vont la rentrer directement, mais par le biais du participant. Ça, je pense qu'il y a un grand intérêt. Et puis, non, ils ont appuyé quand même le développement du registre et puis sont derrière nous. Est-ce qu'ils en font la promotion quand ils rencontrent un patient?
Oui, je ne sais pas. De la même façon, est-ce qu'il les dirige vers notre page Facebook? Est-ce que je croirais qu'aux États-Unis, oui. Dans le monde anglophone, oui. Les autres, probablement moins parce qu'il manque le multilinguisme. Ouais. C'est excellent. Merci beaucoup pour le webinaire, Mme Calderon. C'était vraiment intéressant. Il n'y a pas d'autres questions, mais de toute façon, comme Mme Ouellette vous l'a dit, si jamais vous avez des besoins, des questions par rapport à ça ou pour tout autre sujet là, qui touche les maladies rares, vous pouvez toujours nous écrire là, au info@commercial.rqmo.org. Ça va nous faire plaisir de vous répondre là, le plus tôt possible. Donc là-dessus, ben, moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et à toutes et au plaisir là, d'échanger avec vous sur les sujets qui touchent les maladies rares. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, je demeure disponible s'il y en a qui veulent développer leur propre registre ou ça, qui ont besoin de conseils. Je suis à votre disponibilité. Ça me fera plaisir. Super. Merci beaucoup, Isabelle, pour ton temps. C'était super apprécié. Bonne journée à tous. Bye bye, bonne journée.